Alors bonjour ou bonsoir, nous voici de retour pour... Qu'est-ce qu'on présente encore aujourd'hui? Histoire au coin du dévin. Ah oui, Histoire au coin du dévin, là, j'avais presque oublié. Qu'est-ce qu'on est bête. Pour une fois, je ne commencerai pas l'émission en vous disant qu'on vous a fait poireauter depuis longtemps. Bah, maintenant, je le sais, c'est un fait que j'ai totalement accepté. Et, Tu viens de le dire, donc au final... Ah oui, c'est vrai, tiens. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer aujourd'hui les histoires des aventures de Dark Heresy. Et là, la première chose qu'on doit vous dire, c'est que... C'est qu'on a de la bière. Ouais, c'est on a de la dingue, bière. comme... C'est pas ce que j'allais dire, mais... On arrive. Donc, la bière qu'on va boire aujourd'hui vient du Puy du Fou. C'est la Mélusine. Non, en fait, il y en a deux différentes. Oui, il y en a deux différentes. Et donc, On va faire moite-moite. elles viennent du Puy du Fou. Au cas où vous ne saurez pas ce qu'est le Puy du Fou, c'est un parc d'attractions, plutôt sur le thème, j'allais dire médiéval, mais pas forcément médiéval. Il y a avec des attractions antiques médiévales, dans des arènes, avec des lions, des courses de chevaux et trucs comme ça. Enfin, c'est très très cool. C'est très très chouette, le Puy du Fou. Et quoi, tu sors la deuxième après? Bah ouais. Ok. Fait moitié-moitié, j'ai mon super mug Rammstein. Donc très sympa le Puy du Fou. Faites une petite recherche. Et c'est en Vendée. C'est en Vendée? C'est en Vendée, oui. C'est en Vendée. Ok. Voilà, ben, goûtons. Elle est pas mauvaise. C'est de la bière française, hein, donc c'est forcément C'est de la moins... bière française. C'est forcément moins bon que notre bière belge, Voilà, mais... évidemment. Mais non, en fait, non, elle est pas mauvaise. Buvez, mon enfant, buvez. Voilà. Ce que je voulais dire, la première chose qu'on doit vous dire, c'est que on va spoiler à mort. Et si je dis pas de bêtises, c'est le scénario de base qui est dans le livre de base. C'est le scénario qui est dans le livre, à la fin du livre de base de Dark Heresy. Donc Ouais. Vas-y, dis-le. Ouais. Donc, si vous regardez cet épisode en entier, vous ne pourrez plus faire le premier scénario de Dark Heresy en tant que joueur. Enfin, à moins que votre maître de jeu ne soit un génie et arrive à complètement transformer le scénario, il va y avoir du spoil très lourd. Voilà. Et soyez honnête, si vous comptez un jour jouer à Dark Heresy, ne regardez pas cette vidéo. Je sais, c'est un peu moche à dire, mais... C'est surtout un petit peu difficile de se dire, je ne jouerai jamais à Dark Heresy. Oui. Enfin, ou alors je suis sûr que je jouerai un jour, alors je vais pas regarder la vidéo. Enfin bon, quoi qu'il en soit... Ou alors regardez la vidéo et puis effacez-vous la mémoire. Avec un petit voilà. appareil comme dans Men in Black. Exactement. Soyez honnête, faire un jeu de rôle dont on connaît le scénario, c'est chiant. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. On est bien d'accord. C'est donc un scénario qui commence avec nos aventuriers qui sont des inquisiteurs. C'est notre deuxième scénario. Donc oui aussi, évidemment, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur Dark Heresy, commencez par celle-là. Oui, comme ça, vous verrez un peu qui est dans le groupe et qui fait quoi. Voilà, on va pas récapituler qui sont les personnages, etc. Donc, et puis, c'est vraiment la suite. Voilà. Et donc, nos inquisiteurs sont envoyés sur une planète sauvage, enfin une planète un peu barbare, pour être en fait les gardes du corps et les aides d'un vieux routard de l'Inquisition, qui est un vieux psyker, qui s'appelle Aristarchus. Et, on va beaucoup en parler, lui. Ah, vous allez souvent entendre ce nom. Et donc, sur cette planète qui ressemble un peu à Mad Max, on va dire, c'est un peu l'ambiance, l'ecclésiarchie essaye de faire construire une nouvelle cathédrale, afin de évangéliser tout ce troupeau d'âmes égarées, on va dire. Mais depuis des mois maintenant, il y a d'étranges événements... des meurtres, des accidents bizarres, des gens qui voient des fantômes, voilà, des objets qui bougent tout seuls. Et tout ça au sein de la construction de la cathédrale. Et donc l'Inquisition est envoyée, nos amis les 5 clampins, et ils vont rejoindre en fait Aristarchus sur place. Voilà, donc notre mission est très simple, c'est que pas l'intronisation, le baptême, la consécration de la cathédrale. On est là pour que la consécration de la cathédrale se passe bien. L'inauguration et la consécration, puisque c'est un bâtiment saint. Voilà. Et ces cons-là, ils ont construit au milieu du désert, au milieu de nulle part. Là où il y a plein de peuplades plus ou moins chaotiques qui tournent autour à la Mad Max. Oui, et qui se font la guerre parce que sur cette planète... C'est quand même pas malin.
Voilà. La ressource principale de la planète, c'est une fleur dont on tire une drogue. Et c'est une fleur qui, comme par hasard, ne pousse que sur les anciens champs de bataille, dont on fait une drogue qui rend les soldats complètement barbares. N'y voyez aucun rapport avec une certaine drogue dans le monde réel, avec de certains guerres. Enfin bref, parlons des jeux de rôle. Donc, on est envoyé en vaisseau spatiaux à travers l'espace. Oui, en vaisseau. Un vaisseau spatial. On a un vaisseau spatial mais oui, c'est vrai qu'on n'était pas répartis en plusieurs vaisseaux spatiaux. Donc on est envoyé dans un vaisseau spatial jusqu'à cette planète qui... Je ne sais plus le nom de la planète. Yocanthus. Ah ok, la planète Yocanthus. Qui est déjà... cette partie dans le vaisseau, c'était censé durer 5 minutes. Où en gros le maître jeu dit, vous prenez un vaisseau, vous voyez un petit peu comment ça se passe le voyage spatial dans Warhammer 40 000, il nous explique avec l'astropathe. Les astropathes. Ça c'était pas mal. C'est une scène que j'ai plus ou moins écrite, enfin j'ai écrite et que j'ai rajoutée dans le scénario à la dernière minute, où donc dans le monde de 40 000, les vaisseaux doivent faire des bonds dans le warp, donc dans une dimension parallèle pour couper l'espace et le temps, on va dire. Et en gros, leur astropathe était un vieillard alcoolique complètement. Et donc l'astropathe, c'est celui qui permet qu'on se guide dans le warp. Voilà. Qui nous guide dans le warp, voilà. Et que donc, et je leur dis, alors il y a le vieux qui est là, et qui marmonne quelque chose au capitaine. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Et le capitaine sort une petite flasque d'alcool, lui file un petit coup, hop, et ils ont traversé l'espace comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, on a passé, je crois, 1h30 à discuter avec un gars qui pouvait nous refiler de l'équipement. Enfin, ça a été super long, c'était super bizarre. Quand on arrive en orbite de la planète, il faut atterrir sur la planète. Et pour ça, est-ce que vous avez vu Starship Trooper? Moi, je l'ai vu. Voilà, parce que il y a le fameux, il faut on prend un petit vaisseau. Le vaisseau en lui-même est tellement grand qu'il ne peut pas rentrer dans l'atmosphère, donc on prend une navette de descente dans l'atmosphère. Voilà. Et ça peut être brutal de prendre une navette, parce que tu te prends quelques G, et quand je dis quelques G, je veux dire une gravité bien supérieure à la gravité normale. Et on n'est pas forcément préparé à ça. Sauf d'ailleurs, donc il y a le nouveau personnage, on vous l'a présenté dans le premier scénario, mais il n'est pas participé au premier scénario. Mais il y a un nouveau personnage, joué par notre ami Martin, qui est venu se greffer, qui est donc un vieux soldat, expérimenté, mais de niveau 1. Chauve et de niveau 1. Qui s'est joint à nous pour la mission, qui est un nouvel inquisiteur, et là-dessus on nous balance. Ah ben voilà, et donc le pilote de la navette de descente leur avait proposé de la drogue pour les calmer un petit peu pendant la descente, qui effectivement peut être un peu violente. Et je sais plus qui exactement dit oui, dit non. Je pense qu'il y a donc Ver à Viande qui a dit oui. Yagun a dit oui. Yagun a dit oui aussi. Sigurdur, donc le soldat, a dit non parce qu'il a dit j'ai l'habitude. Moi j'ai dit non. Enfin, peu importe, ça n'est pas important, on se souvient des gens qui l'ont prise ou pas, parce que donc... En fait, le truc, c'est que Ver à Viande, pendant la descente, il a vomi. Et donc, son vomi... C'était pas Yagun qui a dégueulé? Non, justement. Ouais. C'est Ver à Viande. À partir du moment où ils commencent à rater leur jet d'endurance, ça laisse aux maîtres de jeu plein d'opportunités pour faire des trucs stupides, cartoonesques et dégoûtants. Voilà, parce qu'il fallait faire un jet pour qu'on atterrisse sans être complètement désorienté, malade, etc. Et je crois que c'est Ver à Viande, ou alors c'était Sigurdur. C'est Ver à Viande parce que la pilule a été remangée. Voilà, exactement. Il a vomi, et donc comme tu vomis en pleine descente, le vomi s'est collé au plafond, et quand on atterrit, le vomi est retombé. Ils ont été clashés avec leur propre vomi. Voilà. Ouais, le scénario commence bien. Ça commençait comme ça. Et en plus, Yagun, qui est déjà complètement shooté, revoit la pilule à moitié digérée. On va vous représenter vite fait les personnages. Donc, Ver à Viande, c'est notre gros trafiquant. La racaille. C'est la racaille, ouais, voilà. Yagun, c'est un assassin, sniper, etc.
Il y a donc maintenant il y a Sigurdur qui s'est rajouté, qui est donc le vieux soldat. Il y a L'amour, c'est l'amour, ça. Lamu, qui est donc une technoprêtresse, qui est donc particulièrement cybernétisée, etc., technologie et tout. Et moi, je suis le psyker sauvage. Qui s'appelle Comment je m'appelle? Proximo Kappa. Voilà, je m'appelle Proximo Kappa, j'avais oublié. Et donc, maintenant qu'on a rappelé tout ça... le singe. Ver à viande dégueule dans le vaisseau, se retrouve couvert de son vomi, enfin bref. Évidemment, c'est drôle, on rit, haha. Et puis Yagen, qui est déjà complètement shooté, voit la pilule de drogue à moitié digérée dans le vomi et il la gobe. Je sais pas très bien ce qui lui est passé par la tête, mais donc il commence à être un peu trop déglingué. Ouais, Yagen était complètement KO. Voilà. Et donc on se retrouve dans un port, un aéroport. Un spatioport, ouais, c'est un aéroport pour l'espace, c'est ce que j'allais dire. Donc un spatioport si on veut. C'est un terme technique, spatioport. Ou un spatioport, ça peut être un cochon de l'espace. Je vais couper ça au montage. C'est pareil. Non, je sais que tu vas le laisser. Voilà. Donc, vous venez d'entendre ce qui n'a pas été coupé au montage. Et ce qui se passe, c'est que on doit retrouver Aristarchus, qui est l'élément central, c'est notre maître en l'occurrence. Et surtout, personnellement, je le considérais comme un maître, vu que c'était un ancien psyker très expérimenté, et je voulais qu'il m'enseigne des choses, hein, sans devoir passer par la case viens sucer ton maître. Viens sucer ton maître. On peut peut-être un peu accélérer l'histoire. Il y a un moment une bagarre avec des... Ils rencontrent des natifs de la planète qui les agressent, ils ne savent pas très bien pourquoi, enfin bref, c'est des malandrins, quoi. C'était des méchants à laquelle nous survivants, en gros. Des méchants à laquelle nous survivants. Et puis, à la fin, il y en a un qui est à moitié mort, qui est mourant. Il faut pas oublier que Yagen était complètement out pendant tout le combat, quoi. Il zigzaguait. Voilà, en jeu, évidemment, pas le joueur en lui-même. Non. Yagen dit, celui qui est mourant, je vais l'achever. Alors il faut imaginer qu'il a son énorme fusil de sniper et qu'il essaie de viser la tête. Il nous dit très précisément, je pose mon pied sur sa gorge et je m'apprête à lui faire sauter le caisson. Évidemment, je lui dis, écoute, t'es tellement dans un tel état, tu vas me faire quand même un petit jet. Il le rate. Échec critique. Évidemment, il se tire dans le pied. Donc il vient de s'envoyer. Le scénario a commencé depuis 1 heure, plus ou moins. Le vrai scénario, disons, parce qu'on avait perdu du temps avant. Donc, est-ce qu'il y a eu encore d'autres trucs? Je me souviens que cette bagarre, mais de toute façon, était complètement grotesque. Il y a à nouveau eu une série d'échecs critiques. Moi, je commence à soigner tout le monde. C'était quand même bien le bordel. Et c'était vraiment des petites racailles de base. Et ils nous en ont mis quand même plein la gueule. Tout le monde était bien blessé. Et ouais, mais c'était des petites racailles. Mais en fait, vous imaginez toujours que vous êtes surpuissant. Mais vous n'êtes jamais que des aventuriers qui venaient de rentrer dans l'Inquisition. Oui. Et vous n'êtes pas si puissant que ça non plus. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se dépouille et qu'on leur dise voilà notre équipement, voilà notre argent. Oui, c'est la bonne solution. C'est toujours la bonne solution. Retour au premier épisode de l'Histoire le lâche. Le lâche. Allez voir le rameur. C'est dans l'épisode de la guerre des saucissons. Exactement. Donc, on se bat, on est blessé comme c'est pas possible. On devait suivre un petit ange en fait. Il y avait un petit angelot qui était un angelot cybernétique. Et donc on devait le suivre, on l'a perdu. Quelques jets d'orientation, on les rate. On a droit à un deuxième jet, on les réussit. On finit par zigzaguer, on trouve Aristarchus qui était un vieil... Je le vois toujours comme étant aveugle, mais il n'était pas aveugle. Non. Il avait les yeux dorés, non? Il avait les yeux dorés, parce que donc, pour la petite histoire, dans ce scénario, Aristarchus est le lointain descendant, donc psyker, avec des pouvoirs psychiques, membre de l'Inquisition, mais il est aussi un lointain descendant du héros de l'Imperium, de l'armée qui a conquis cette planète 2000 ans plus tôt, et qui a donc le fameux Saint Drusus. Saint Drusus. Comment a-t-il libéré la planète? Pas n'importe comment. Il a tué un gigantesque démon qui avait réduit en esclavage tous les humains de la planète. Et c'est lui, grâce à son épée enflammée, avec sa puissance et ses yeux dorés, les yeux dorés, c'est quelque chose qui trimballe dans la famille, on va dire. Et donc, Aristarchus est le descendant du héros local. Et il faut savoir que Aristarchus a hérité d'un jeu de cartes de tarot. Il avait un tarot.
qui lui permet de lire l'avenir de manière assez précise. Mhm. Et donc là, on est dans un endroit relativement civilisé, et on doit partir en voiture, au milieu de nulle part, au milieu du désert. En camion, s'il vous plaît. En camionnette, au milieu de nulle part, au milieu du désert. Alors déjà, moi je dis je conduis, parce que moi je viens d'une planète sauvage, j'ai jamais vu un véhicule de ma vie. Bon, on m'a poussé, et c'est la technoprêtresse qui a conduit. Mhm. Et chez Gourdour aussi un petit peu. Et c'est Gourdour. Déjà, rien que sur le trajet, on a vu des trucs bizarres. On a rencontré une clota mort-vivante. Ouais. Donc c'était un lézard géant mort-vivant. Non, c'est après le lézard mort-vivant. Vous êtes arrêté un moment pendant la nuit pour faire un camp, et vous avez vu un être humain qui avait l'air desséché, qui était une véritable momie, qui a commencé, quand vous avez commencé à tirer dessus, là où il y avait des blessures, il y avait une poudre orange qui partait. Et je ne vous dirai pas exactement ce que c'était, mais... J'ai vaguement une idée. Mais voilà. Donc oui, et le voyage se passe de manière assez bizarre, mais à un moment, la technoprêtresse doit faire un jet de conduite, le rate. Dans le ravin? Ouais. Ah ouais, non, là ils sont en train de monter, je dirais, le bord d'une falaise sur une petite route, un peu une petite route corse, si je puis dire. Et Vlatipa qu'il faut faire des jets pour conduire le camion. Premier foirage, une roue dans le vide, oh putain. Et puis je sais plus très bien ce que vous avez fait. Je crois même que c'était pendant qu'on combattait le lézard mort-vivant. Ah oui. Elle voulait nous rejoindre. Oui. On était... Oui, c'était juste... Il y avait... Gigi et moi, je pensais qu'ils combattions. Oui, il y avait Vera-Viande et peut-être bien toi. Vera-Viande. Vous étiez parti en éclaireur, vous aviez vu une espèce de symbole étrange sur un rocher, et le lézard mort-vivant vous avait attaqué à ce moment-là. Exactement. Et donc ils essayaient de nous rejoindre, et évidemment la voiture s'est embourbée, entre guillemets, s'est ensablée. Et au moment où il a voulu, où le soldat s'est dit on va pousser la voiture pour la remettre sur la route, échec critique, il la pousse dans le mauvais sens, et il repousse la voiture un petit peu plus vers la falaise. Pour finir, on arrive quand même à s'en sortir, on va avancer. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ce camion aurait dû tomber dans le vide avec toutes vos... Et puis finalement, vous m'avez dit, ouais, mais on savait pas qu'on pouvait utiliser les points... Il a utilisé un point de fortune, qui permet de relancer un dé, un jet raté. Quoi qu'il en soit, on arrive enfin, c'est pas Lueur d'Espoir, Lueur d'Espoir c'était la ville... Non, la ville d'où vous veniez, le spatioport, c'est Port-Souffrance. Port-Souffrance. Et Lueur d'Espoir, c'est la colonie faite de temples autour de la cathédrale qui est en train de construire. On arrive enfin à Lueur d'Espoir, où on rencontre divers personnages X et Y. D'ailleurs, il y a des très bonnes illustrations pour représenter les personnages dans scénario, ce qu'il devrait y avoir dans tous les scénarios écrits. Mais bon, là, c'était chouette. Ah, tout le monde n'a pas un illustrateur sous la main quand il... Donc, on avait l'abbé, on avait... Oui. Il se retrouve dans un imbroglio, c'est une espèce de campement avec des gens qui viennent aider à construire la cathédrale, je dirais, pour le salut de leur âme, entre guillemets. Il y a un père abbé, il y a ses prêtres, il y a des gens qui arrivent, enfin je ne sais pas exactement à quel point tu veux rentrer dans le détail. On va pas décrire tous les personnages secondaires, même s'il y a certains trucs intéressants, parce qu'évidemment il y en a certains qui sont pas nets dans le tas. Quoi qu'il en soit, il y a une immense cathédrale au centre, mais immense, qui faisait un diamètre, je sais plus, de... elle faisait 50 mètres de diamètre. Oui, 60 mètres de diamètre. C'est une immense cathédrale qui était au milieu du rocher sur lequel a été détruit le démon. Évidemment, nous, directement, on se dit, ok, il y a un truc qui reste du démon qui est là. On cherchait des cavernes en se disant, sous la cathédrale, il y a un démon. Immédiatement, il commence à me faire un plan à la Ghostbuster. Quand ils sont dans la prison et qu'ils étudient le building avec Gozer, le Gozerien, enfin bref. Oui. C'est ouais, ça doit être en dessous, on va aller chercher des cavernes et tout. Ben non, c'est pas ça. Parce que la première nuit que l'on passe dans la cathédrale, il se passe des trucs bizarres. Comme par exemple... comme par exemple. Ben oui, donc, première nuit, ils décident de la passer dans la cathédrale. Je me dis, vous allez voir. Et c'était que la première nuit, donc c'était encore relativement soft, mais je me souviens que toi, quand même, t'étais pas rassuré.
C'est que je lui dis, ouais, ils me disent, ouais, bah, moi je vais dans telle aile de la cathédrale, telle aile, je leur dis qu'ils sont dans une énorme cathédrale plongée dans les ténèbres. Et puis donc, le Proximo Kappa, le personnage de Gilus, il entend juste des sanglots au bout d'un couloir. Oui, j'entendais des pleurs de... Des pleurs. Et je me souviens, t'étais parti, c'était genre, ouais, non, je vais aller chercher les autres. Et il se retourne, et puis là, il y a une statue de vierge en pleurs, enfin de sainte en pleurs, qui s'est déplacée juste derrière toi. Ouais. Tu vois, et t'as pratiquement marché dessus. Oh putain, oh putain, oh putain, putain. Il va chercher les autres, il revient, et la statue est retournée à l'endroit où elle devait être, quoi. Donc on entendait des bruits bizarres, il y avait des choses qui bougeaient. La nuit, on a fait des cauchemars inimaginables. Par contre, le prêtre qui était avec nous, lui, le prêtre ne voit rien du tout. Voilà. En fait, ce genre de choses, les prêtres ne les voyaient pas tellement, ce qui était un peu bizarre. Et aussi, au fur et à mesure, Aristarchus est de plus en plus mal. Il vit très mal le lieu, il commence à s'affaiblir, à avoir des cauchemars, à plus à redormir. À plus savoir comprendre l'avenir prédire l'avenir. Et ce qu'il voit dans les cartes. Et donc ça, c'est un élément très très important parce que tout le long, on a des grands débats pour se dire mais qu'est-ce qu'on fait d'Aristarchus? C'est le chef de l'équipe. C'est le chef des inquisiteurs qui arrive là. C'est surtout votre supérieur au sein de l'Inquisition. Bien sûr. Mais on sent bien qu'il y a un truc pas net. Et qu'il est, entre guillemets, en train de se faire posséder. J'ai adoré tout le moment où c'était... Bon, alors, est-ce qu'on lui pique... Parce qu'ils se sont vite dit que ça devait être les cartes qui le rendaient malade. On vous dira, d'ailleurs, j'avais un super plan pour les cartes. Et alors, ils ont eu des discussions comme ça. Alors, ça c'est très bien. C'est, quand on est maître de jeu, c'est parfait. C'est quand les PJ discutent entre eux, font du roleplay, et ils discutent, et toi, t'es juste là... Pouf, les doigts de pied en éventail. Jusqu'au bout, j'ai défendu Aristarchus en disant... et alors, il y avait des grandes discussions en disant... On se disait, mais est-ce que ce sont les cartes qui le possèdent ou est-ce que les cartes lui permettent de résister un minimum à la possession? Donc, est-ce qu'on lui les prend? Est-ce qu'on ne lui prend pas? On a eu énormément de discussions tout le long sur combien de séances? Au moins 5 séances. Ouais. Il y a aussi eu l'histoire de Yagun, notre assassin, qui monte tout en haut sur la coupole de la cathédrale. Oui. Et qu'il y a comme par hasard la cloche qui a un mouvement bizarroïde qui fait qu'il tombe presque dans le vide. Voilà. En plus, il n'avait pas été attaqué par des corbeaux à ce moment-là. Parce que autour de la cathédrale et dans le désert, il y avait des corbeaux sans yeux. Des corbeaux sans yeux, et tout le monde leur dit « Oui, non, mais c'est des créatures de la planète, elles sont un peu bizarres, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là depuis des siècles. » Sur les corbeaux sans yeux, je propose qu'on ouvre la deuxième bouteille, l'autre bière. Mais bien sûr. Et donc oui, il y avait beaucoup de choses bizarres qui se passaient, et notre enquête a beaucoup pédalé dans la choucroute. On n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qu'on devait faire exactement, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il se passait des trucs énormes dans cet endroit, et tout le monde disait oui mais c'est bon, vous êtes l'Inquisition, ça va bien se passer. Évidemment, comme toujours là où on va, à part le père abbé, personne sur place ne savait qu'on était de l'Inquisition. Désolé, je t'ai un peu spoilé sur ce coup-là. Tu avais déjà fait ça sur la première bouteille. Mais à chaque fois je me dis, allez encore un petit peu et on est à égalité, je change. Enfin bref. Alcoolo. À ta santé, hein. Pas alcoolo. Donc ça c'est la blanche écume. Elle est bizarre. C'est la bière à l'eau de mer. Ouais, c'est vrai ça. La blanche écume. On dirait de la bière au bernicle. Pas terrible. non, mais je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ça la mélusine est beaucoup mieux. Et donc elle vient du même endroit, cette bière. Quoi qu'il en soit, on pédale, on s'inquiète pour Aristarchus. Est-ce qu'on se dit, il y a même des moments où il y a des gens qui disent bon, on va le tuer, quoi, c'est possible, il va se retourner contre nous. Parce qu'en plus de l'histoire du démon, il y avait encore un autre truc en parallèle avec des espèces d'hérétiques, parce qu'en fait, le but principal, c'était d'évangéliser la planète. Tout à fait. Parce que à la base, les gens... Les autochtones... sont un peu chaotiques. À la Mad Max, vénèrent un peu les dieux chaotiques, mais pas exactement, pas de manière vraiment ouverte, mais... Il y avait d'ailleurs, vous avez été un moment, vous avez vu des feux et des lumières dans les montagnes, vous y avez été, vous êtes tombé sur des adeptes de Khorne, qui avaient massacré les adeptes de Tsinch qui étaient là-bas. Voilà. Et en plus, oui, c'était un moment où, parce qu'en fait mon personnage, il a un tatouage dans sa bouche, qui fait que je ne peux pas prononcer les noms
des dieux du chaos. Et tu as un mal de chien rien qu'à en parler. Rien que, voilà, je bégaye dès que je parle de démons. Et je le joue beaucoup, ça. Je joue très bien. Mais évidemment, c'est moi qui ai toutes les connaissances occultes, etc. Donc, dès qu'il faut expliquer quelque chose, c'est pas évident. Oui, donc on est tombé sur un massacre. C'était un moment assez sympa d'ailleurs, où on était attaqué par des disciples de Khorne qui nous ont couru après vraiment à la Mad Max. À la Mad Max, c'était ce que je voulais rendre comme ambiance. Où ils étaient nous on était dans un camion, eux ils étaient dans un camion derrière, ils ont commencé à sauter de camion en camion, il y en a ceux qui sont passés sous les roues, on a dû les attaquer. La toute fin était assez monstrueuse avec Sigurdur et Veraviande qui se fritait les adeptes de Khorne à l'arrière du camion. J'aurais dit quand vous arrivez, en gros, vous pataugez dans 2 cm de sang. Ils sont dans le fond du camion. Quoi. Mais le plus important qu'on va raconter, c'est la fin. Donc, à nouveau, vous allez vous faire spoiler, hein, comme je t'ai dit. Ouais. Je pense pas qu'il y ait tellement d'autres moments. Avant les derniers jours, je sais pas si c'est tellement... Il y a aussi toute une histoire avec un peuple local qui avait toute une partie de la tribu, le fils du roi... Le neveu du roi. Le neveu du roi, qui était très bien converti, si ce n'est qu'il y avait une sorcière avec lui. D'ailleurs, c'était une scène assez impressionnante, ça. La fameuse sorcière. Déjà, j'aime beaucoup notre maître-jeu qui le joue à fond. La sorcière, c'est... Vas-y, raconte. Donc, ils ont... ces barbares qui arrivent dans le camp, et alors je décris les énormes barbares. Imaginez Conan chez Mad Max, quoi, c'est ça. Sur leur espèce d'énormes chiens, comme ça, ils ont des montures, c'est des chiens lézards. Et ils sont accompagnés de leur chaman, qui est une vieille... elle s'appelait Esharain, la veuve de la lune, tu vois, ou un truc comme ça. Et en gros, elle est décrite de la manière suivante, elle est tout le temps... Elle est recouverte de voiles de veuve. Elle est complètement en noir et personne ne voit sa figure. Et je me dis, bon, il faut que je la joue. Et j'ai été chercher un sac de couchage noir. En plus, le sac de couchage polaire que j'avais pris en Finlande, truc hyper chaud. Je me suis mis mon masque pour me protéger quand je fais de l'airsoft. Comme ça, on voyait pas du tout mon apparence. Et donc, j'étais en mode... pauvres étrangers. Voilà. Où on a dû aussi aller les aider. On va pas trop parler de cette partie de l'histoire parce qu'elle n'est pas spécialement intéressante. Si ce n'est que notre ami le soldat Sigurdur avait fait vraiment un Miami, fait du très bon roleplay. Oui, c'est vrai. Il est parti tout seul pour faire du roleplay. Il a fait du très bon roleplay. Avec les barbares. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a Aristarchus qui pète complètement les plombs. Et d'ailleurs, on a découvert que c'est parce qu'il avait été drogué, en plus de la fatigue psychique qu'il subit à cause de l'endroit. Il y a un moment où quelqu'un lui avait mis la fameuse drogue fabriquée localement, et il pète complètement les plombs. Mais pas n'importe qui. Vous avez... Ah, vous ne saviez pas en fait peut-être. Quoi ? C'était le père, le père machin. Mais je suis pas rentré dans les détails pour pas commencer. Voilà. Et où il se met à tuer les gens de sang-froid comme ça. Et là, le fameux neveu du roi et sa suite, ils se sont barrés. Et en plus, ils ont décrété que Aristarchus était un grave danger, et donc ils ont voulu l'assassiner. Et nous, on a dû le protéger. Ouais. Et pour l'assassiner, c'était très intéressant. En fait, la sorcière a envoyé sa petite servante, qui était une petite fille, mais sous forme fantomatique. Je sais pas ce que tu peux me dire de plus, parce que c'était très bizarre, et c'était très difficile comme combat. Ce que je peux vous dire maintenant que le scénario est terminé, c'est que c'était pas elle. C'était un démon de Dinch qui venait foutre le bordel. Ah bon ? Pour vous faire, aller attaquer la sorcière, mais elle n'avait rien à voir avec ça. Et ben je découvre, on en découvre tous les jours en regardant l'histoire des 20. En fait, le truc, c'est que je m'attendais à ce que la situation soit extrêmement tendue quand vous avez... Parce qu'après, un fantôme, une espèce de spectre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la petite servante de la sorcière, essaye d'assassiner le prêtre qu'ils sont censés protéger. Moi, je savais dans mon scénario que c'est le démon qui essaye de revenir, qui essaye de foutre le bordel pour que tout le monde se tape dessus. Et c'est ce qu'il fait depuis des millénaires. On a très vite compris que c'était le démon qui voulait revenir. Voilà. Ça. Mais c'était Attends, laisse-moi terminer. Et quand vous avez été voir la sorcière, je me suis dit, putain, ça va partir en schleich.
Et en fait, non, c'est pas parti en schleich. Vous êtes vraiment arrivé en disant, bon, écoute, on sait pas si c'est toi, mais on a tendance à se dire que c'est pas toi. Alors, on va peut-être pas se taper dessus tout de suite. Et puis, il y a des autres démons qui sont arrivés. Oui, on a eu une belle petite apparition Les horreurs roses. Des horreurs roses de Tzeentch, pour ceux qui font du Warhammer Battle aux 40 000, vous connaissez ça. C'est des saloperies. Et, mais espèce de démon fantomatique qui nous a attaqué, c'est très difficile parce qu'en fait, ces attaques passaient au travers de nos armures. Ouais. Et nous, on se mettait devant, on protégeait Aristarchus parce que les attaques ne passaient pas à travers nos corps. Ouais, de nouveau, Sigurdur a été très héroïque sur ce coup-là, en se mettant entre le fantôme et sa cible. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va arriver au dénouement. Au dénouement. Parce que la consécration de la cathédrale s'est pas très bien passée. On en est où? Où est-ce que vous étiez pas? C'est quand vous êtes revenu en fait. C'est ça en fait. La consécration a quand même eu lieu, même si l'abbé s'était presque fait tuer par le fantôme. Ouais. L'abbé s'était presque fait tuer par le fantôme, et là où ils en étaient, eux, c'est la consécration est remise à plus tard. Et puis donc ils ont été voir la sorcière pour demander des comptes. Demander des comptes, mais alors finalement ils sont repartis avec des conseils. Il y avait un livre qui contenait plein d'informations sur le démon que vous avez tous été incapables de déchiffrer. Si, on l'a déchiffré. Vous l'avez déchiffré? Mais ouais, on a réussi. Heureusement, parce qu'il y avait une information méga importante. Capitale. Et sans ça, c'est impossible en fait de gagner ce scénario. On crève tous. Tu m'expliques comment tu tues une créature qui a 60 points de vie, qui en régénère 3 par tour et qui a 8 de résistance magique. Voilà. C'est ridicule. Donc l'information très importante, c'est que le point faible du démon, c'est ce qu'il... Alors, dans le livre, il était écrit, le seul point faible du danseur sur le seuil, c'est il faut lui faire subir le sort qu'il fait subir à tous ses ennemis. Et ça, on s'en était rendu compte, c'était qu'il crève les yeux, parce qu'il y a ces fameux corbeaux, les corbeaux de Tzeentch au final, Tzeentch de l'Ikao, qui mangent les yeux de toutes ses victimes, de toutes les victimes. Exactement. Et donc, j'avais bien pris soin tout au long du scénario de distiller l'information. À chaque fois que moi je savais que c'était le démon qui avait agi, la victime n'avait plus ses yeux. Ils avaient été crevés, ou ils étaient brûlés, ou mangés par les corbeaux. Et donc, à un moment, et j'ai eu peur qu'ils ne le trouvent pas, hein. Et puis à un moment, effectivement, ils disaient « Ah, ça doit être lui crever les yeux ». Enfin, en gros, lui crever l'œil. Voilà. Donc, quand on rentre de chez les barbares, on revient à la cathédrale, on se retrouve face à une scène... d'horreur. Tout le monde est mort. Mais pas tout le monde. Non, il y a des cadavres partout. Il y a des cadavres partout. En fait, on avait eu un combat aussi assez héroïque où on avait été attaqué par des gars drogués. Et on s'est retrouvés sur les marches de la cathédrale à devoir les flinguer. Ils arrivaient comme des barbares. Et on devait les... C'était pas mal. Très difficile. C'était tendu comme combat. Super difficile. Parce qu'à partir du moment où ils arrivaient sur vous, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, ils vont les flinguer au fur et à mesure qu'ils vont arriver, parce qu'ils arrivaient, mais une fois que ces mecs complètement drogués arrivaient au corps à corps, il me semble que Petite Val, elle a quand même méchamment morflé. Si vous voulez être maître de jeu de Warhammer 40 000, premier scénario, il est hardcore. Hein. Il est très hardcore, mais ils préviennent au début, ils disent, voilà, il va peut-être y avoir des morts, mais en toute logique, il y a 2 scénarios avant. Je sais pas si je t'avais... Non. Enfin, peu importe. Ne vous inquiétez pas les gens, je vais faire vite. Le scénario qui est dans le livre de base est en fait logiquement celui que tu fais en 3e. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent le kit d'initiation, qui est un scénario extrêmement simple, avec les pages du jeu de rôle qui tiennent en 4 pages. Et puis, après le kit d'initiation, il y a le scénario que vous avez joué en tout premier, celui avec le médecin fou, et celui-là c'est le 3e, avec les règles complètes. Voilà. Mais, on a eu un moment héroïque où il n'y a pas grand-chose à raconter. On a quand même notre lot d'échecs critiques à nouveau, on a fait crever. Heureusement, je suis toujours là pour soigner. Hein. Sans un soigneur, je sais pas comment vous feriez. C'est le sort de soin du Psyker, c'est très important.
Parce que oui, il faut savoir que tu récupères tes points de vie extrêmement, extrêmement lentement dans le jeu de rôle. Mais oui. Donc quoi qu'il en soit, on rentre pour le dénouement final et on trouve des cadavres partout, des gens accrochés au mur, mis en scène. J'allais dire à la Hellraiser, mais oui, à la moi je dirais plutôt à la Event Horizon. Oui, c'est le démon est de retour. Et donc il a décidé de refaire la déco, entre guillemets. Voilà. Donc on va dire que 2/3 des gens sont morts, écorchés vifs pour décorer la cathédrale, et le reste ce sont les femmes et les enfants qui sont à l'intérieur pour le sacrifice final, entre guillemets. Il faut savoir aussi qu'on avait un petit peu analysé la tapisserie sur le plafond de la cathédrale. La tapisserie, la fresque. La fresque, oui. Pourquoi tu as dit la tapisserie? La fresque qui est sur le plafond de la cathédrale. Et on s'était rendu compte que, au final, cette fresque qui représente Saint Drusius en train de détruire le démon, elle est un petit peu plus à la gloire du démon qu'à la gloire de Saint Drusius. C'est subtil, mais c'est un peu trop effrayant et c'est un peu trop à la gloire du démon. Et aussi, moi, avec mes sens de psyker, je me suis rendu compte que la cathédrale était un immense vortex de portail vers le War. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Je n'en dirai pas plus parce que ça a peut-être à voir avec des scénarios que vous allez faire plus tard. Donc, on retourne là-bas, on arrive à pénétrer dans la cathédrale. Et là-dessus, donc on voit tout le monde en train de prier. Il y a Aristarchus qui a finalement complètement pété les plombs, qui avec ses cartes, qui volent autour de lui, et il est en train d'essayer d'invoquer dans sa tête Saint Drusius, mais en fait il est en train d'invoquer le démon. C'est-à-dire que le plan du démon est en train d'arriver à son apogée. Le descendant de son pire ennemi, celui qui l'a défait à l'époque, est en train d'ouvrir un portail vers le Warp, vers cet univers parallèle malsain, en se disant j'invoque mon ancêtre, parce qu'il a plus du tout la raison, mais en fait il est simplement en train d'ouvrir un portail pour que le démon puisse faire passer ce qui reste de force, afin qu'il puisse être totalement libre sur le plan d'existence. Et la personne qui avait hérité des lambeaux de l'âme du démon, c'était le grand prêtre, qui, je suis assez fier, vous lui avez fait confiance plus ou moins jusqu'au bout. Oui. C'était pas l'abbé, c'était son second, c'est celui qui devait... Après que l'abbé était blessé... Ah oui, c'était pas l'abbé, était mort finalement. Ouais. C'était l'espèce d'ancien soldat. C'était sympa. De toute façon, ça peut être n'importe qui. Si vous êtes maître de jeu et que vous voulez refaire ce scénario, vous pouvez changer ça pour n'importe qui. Faites que c'est celui auquel ils ne s'attendent pas. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que on se retrouve là, et il y a le type qui est possédé, qui est là, je veux buter. Tu fais super bien le posséder. Ah, pauvre mortel, enfin le discours habituel du grand méchant. Ah, pauvre mortel, vous ne m'arrêterez jamais, mon plan est en place. Voilà, il le fallait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, je me dis, j'étais prêt pour ce moment. Car j'avais préparé un plan, en me disant, si les cartes à un moment servent pour le mal, j'allais utiliser un de mes sorts. J'ai un de mes sorts qui me permet d'enchanter un objet et de l'invoquer dans ma main. En général, je l'utilise sur mon pistolet. Comme ça, même si on m'enlève mes armes, je peux invoquer mon pistolet dans ma main. Mais ici, j'avais emprunté les cartes à Aristarchus avec son accord, parce que moi, j'essayais toujours de le sauver, et j'avais lancé mon sort sur le jeu de cartes. Donc, je me suis dit, ok, il est en train d'invoquer ça avec les cartes, je vais invoquer les cartes dans ma main pour empêcher tout ça. Et tu m'as eu, espèce de salaud. Mais, en fait, quand tu m'as sorti ça, c'était genre la partie de la semaine d'avant, où Gilus me fait « Ouais, alors je vais envoûter ces cartes, comme ça je peux les lui subtiliser au dernier moment. » J'ai vraiment dû restreindre un rire intérieur qui était de me dire... J'y ai un peu pensé et je me suis dit, non seulement le démon le sait, le démon trouve ça trop fandard, parce qu'il va pouvoir t'envoyer directement... C'était le jeu de cartes qui était maudit. Hein. D'accord. Le jeu de cartes... Pour plusieurs raisons, mais comme vous êtes encore en train d'enquêter sur ce qui faisait les cartes, mais elles étaient infusées par son pouvoir maléfique. Et que donc, en gros, quand elle allait le faire, il allait juste envoyer de son énergie maléfique dans la main.
Et donc, je t'en prie, vas-y. Donc, ce qui se passe, c'est que je lance mon sort. Je réussis. Pas d'échec critique, pour une fois. Et tu me dis, il n'y a pas de carte qui apparaît dans ta main, il y a une espèce de flamme qui apparaît dans ta main, et tout d'un coup, il y a des yeux, des bouches, des tentacules qui sortent de ta main. Et que sa main commence à être complètement possédée par de l'énergie démoniaque. Genre Evil Dead 2. Ouais. Ou le remake. C'est à ça que j'ai pensé, évidemment. Alors, là-dessus, en gros, j'avais deux choix. On pouvait me couper la main, mais heureusement, j'ai pensé intelligemment. Parce qu'aujourd'hui, là, non seulement j'étais surpris, mais j'étais un petit peu mauvais aussi. Parce que mon super plan tombait complètement à l'eau. Et en gros, j'allais perdre mon bras. Mais, en tant que psyker, quand tu es un psyker, on te fait un cadeau. Qui est le couteau de la miséricorde. Le couteau de la miséricorde de Psychana. Qui est une espèce de dague qui a un seul pouvoir. Si jamais un jour je me fais posséder par un démon, je peux dire j'utilise la dague pour me suicider. Voilà. C'est ça son pouvoir. Ça me permet de me tuer au lieu de me faire posséder par un démon. Mais c'est quand même, donc c'est un peu une arme enchantée anti-démon, même si elle n'a pas vraiment d'effet. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu vas pouvoir te battre avec, c'est un truc que tu t'envoies dans la jugulaire, mais c'est un tout petit couteau, quoi. Voilà. Et donc là-dessus, moi je dis, ok, je prends mon couteau de Psychana et je me le plante dans la main. Et tu m'as dit, ok, c'était une très bonne solution. Mais j'y avais pas pensé sur le moment. Moi, en fait, je me disais, il va devoir demander à l'un ou l'autre de lui trancher le bras, ça va être hilarant. Et en fait, non, t'as eu vraiment une très bonne idée sur le moment. Je me suis dit, ok, c'est bon, bonne idée, on va en rester là. Et je veux dire, dans 40 000, il y a quand même des choses bien plus graves que de perdre un membre. Hein. Oui. Parce que pour l'aventure d'après, tu t'es fait remplacer ça par un truc cybernétique, même pas cher. Genre 2 tuyaux avec une articulation et une pince, c'est déjà ça, quoi. Donc là-dessus s'ensuit un combat où d'abord on doit détruire sa forme physique, parce que donc il possède sa forme humaine. Il possède un humain. Il possède un humain. Et en gros, on lui tire dessus, mais il régénère. Tous les tirs qu'on lui fait dessus régénèrent, sauf quand on fait vraiment beaucoup de dégâts. Et là on se dit, ok, il faut qu'on tire dans les yeux, mais c'était très difficile, c'était déjà très très difficile. C'est encore sous sa forme humaine qu'à un moment, le Sigurdur, le soldat, a réussi à lui crever un œil en tirant dessus. Il n'est pas content. Par ça, notre moustache qui joue Yagen, il a rien fait pendant le combat. Hein. Je dis ça, je précise. Non. Mais Yagen, en fait... Il faisait tout un tour pour atteindre Aristarchus. Oui. Je ne lui jette pas la pierre. Il y a eu visiblement une incompréhension dans le feu du combat, où il a essayé de faire le tour par les balcons. Et donc je lui dis, écoute, tu seras à l'endroit où tu veux être, genre dans 5 tours. Donc pendant 5 tours, il a rien fait. Et arrivé au bout des 5 tours, il me dit, oh mais j'aimerais bien faire... Je sais plus ce qu'il voulait faire. 5 tours, c'est long. Hein. Il a pris plein la gueule pendant ce temps-là. Il a attaqué Aristarchus. Il avait une idée en tête. Et une fois qu'il a passé ces 5 tours, je lui ai dit, mais en fait non, je t'ai mal expliqué parce que de là où tu es sur le balcon, tu ne sais pas faire. Mais là où c'est débile, c'est qu'on avait déjà essayé de tirer sur Aristarchus, parce qu'on s'est dit, bon, si on tue, il se passe plus rien. Moi j'étais contre, mais c'est Veraviande qui l'a fait. Et on avait déjà essayé de tirer sur Aristarchus et on voyait que l'espèce de tourbillon provoqué par ces cartes autour de lui le protégeait. Et donc, je comprends pas ce qu'il voulait faire. Enfin, quoi qu'il en soit, Sigurdur crève un œil du démon, celui-ci n'est pas content, et lui l'attrape par le col. Et c'était une attaque que j'avais je ne l'ai pas du tout cheaté, ni quoi que ce soit. Il lui crache des flammes dans le En gros, voilà, il se fait sortir toute son énergie démoniaque sous forme de flammes, et en gros, c'est comme si Sigurdur s'était pris un jet de lance-flamme en pleine tronche, quoi. Ça fait mal. Et il est passé à 2 doigts de la mort, en fait. Et donc, il est directement hors combat, et il se prend des dégâts permanents. En fait, il avait le visage complètement brûlé. Mais il a survécu. Ouais. Mais il a perdu des points de sociabilité, etc. Là-dessus, plusieurs choses. Moi, d'ailleurs, j'essaie de le réveiller avec mes sorts, mais bon, c'est pas grave. Là-dessus, on arrive quand même à crever les 2 yeux de la forme physique. Oui, parce de la forme humaine. Il passe en mode démon, où là, il sort de la fresque, il me semble, à ce moment-là, non ? C'est de la fresque que je l'avais fait sortir. Il me semble qu'il nous a dit qu'il sortait de la fresque.
Ah bon? Normalement, Qu'il y avait un portail. Oh, c'est possible. Je sais plus. Dans Enfin, mon souvenir, dans- j'avais fait sortir du cadavre Je suis pas sûr, humain. c'est l'un ou l'autre. Mais donc on se retrouve face à un vrai démon. Je crois qu'on peut dire que c'est un prince démon, quoi. Non, non, non. Enfin, oui, oui, oui. S'il avait eu tout son pouvoir, c'était même l'équivalent d'un prince démon, voire un peu plus pire. Mais là, il n'était que l'ombre de lui-même. Il n'avait pas réussi à faire passer encore tout son pouvoir. Mais on se retrouve quand même face à un démon invincible. Si ce n'est qu'il a un gros œil que j'avais bien mis. Mais je te filerai l'illustration si tu veux pour la voilà. mettre dedans. Où en gros, c'est comme dans un jeu vidéo, il y a un truc qui brille et on sait que c'est là qu'il faut taper. Voilà. Et donc, en gros, il n'a pas encore tenu si longtemps. Hein. Vous êtes acharné, mais on comme s'en est pris plein la gueule. Et il y a un moment, tu nous dis, il attrape Sigurdur, il ouvre grand sa bouche. Ouais. Et si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir, Sigurdur est mort. Ouais. C'était le dernier truc qu'il faisait. Quand j'avais décidé que quand il arrivait, genre, à ses 5-6 derniers points de vie, il commençait à faire des... Mais, tu vois, parce que vous voyez, pendant ce temps-là, notre meilleur combattant, c'est Veravian, parce que il tire... il a des armes automatiques et il tire comme un malade. Mais évidemment, c'est pas pratique ce genre d'arme pour viser de manière précise un œil. Et donc, ça marche pas très bien. Et là-dessus, c'était mon moment de gloire. Je lui dis, ok, toujours petite négociation avec le maître jeu. Le démon, il est occupé à essayer de gober Sigurdur. J'ai bien un plus 10 ou un plus 20 à mon jet d'attaque. Il me dit, oui, ok, t'as un plus 10. Mais moi, je suis pas un très bon combattant. Et je dois viser un endroit très précis. Il y avait un genre à moins 20 au corps à corps, un truc comme ça. Et tu m'as dit qu'il y avait 5 points de vie à l'œil. Alors, j'avais 20% de chance de toucher. Ou peut-être 21. Je crois que j'ai 21% de chance de toucher. Je touche. Je lui plante mon épée, mon couteau de Psychana dans l'œil. Parce que avant, j'avais essayé de lui taper avec mon bâton dans l'œil. Et tu me dis, ça marche pas très bien. Mais non, il fallait un truc perçant. Parce que, en fait, je me souviens, sur le moment, je me suis dit, oh putain, le prochain qui lui envoie un coup d'arme contendante dans l'œil, il va l'écharper parce que ça commence à le faire chier, tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un avec un crayon comme ça. Pardon. Et ma dague fait 1 des 5 plus 3 points de dégâts. Plus ta force, quoi. Enfin, je faisais pas beaucoup de dégâts. Et je fais exactement 5 points de dégâts. Tout juste. Et donc, je lui crève l'œil. Bah, ouais, j'ai l'impression que je me vengerai. Encore plus que d'habitude. Oui, c'est vrai. Vas-y. Mais non, mais peu importe. Donc, oui, ils ont tué le démon, et alors c'est une victoire en demi-teinte, hein, puisque beaucoup de gens sont morts. C'est une victoire de... Oui. Et puis ils partent avec le bon Sigurdur, qui était quand même dans très très mauvais état. Et j'ai arrêté l'aventure là, en fait. Je me suis dit, voilà, l'histoire se termine comme ça maintenant. Il y a un truc important aussi, c'est qu'on se retrouve avec le corps d'Aristarchus. Et là, il y a eu une sacrée tension. Ah oui, parce que Veravian voulait le décapiter, pour être sûr que le... Voilà. Oui. Et moi j'ai dit non, on ne touche pas à son corps. J'avais beaucoup de respect avec Aristarchus. J'ai fait énormément de roleplay avec Aristarchus. Et c'était très intéressant parce que lui-même se disait, c'est pas impossible que je me retrouve possédé. Et on en parlait, c'était très, très, très intéressant. Et moi je disais non, maintenant c'est fini, le démon il est repoussé. Aristarchus, on l'enterre, c'est tout. Finalement, Veravian l'a fait. Et pour finir, Veravian l'a décapité. Et on a fait se fighter. Ce qui aurait été une très mauvaise idée parce que vous étiez en mauvais état. J'avais aucune chance. J'avais aucune chance contre Veravian. Je suis pas un combattant. Mais Veravian, t'aurais jamais tué, il a besoin de son soigneur. Oui. Donc voilà. Ouais, voilà. C'était à nouveau un petit peu confus, j'ai l'impression, comme épisode. Mais toi, au début, voilà, on a nos critères à remplir. C'est-à-dire que toi, tu commences toutes les vidéos en disant « Je sais que ça fait longtemps » et moi, je finis toutes les vidéos en disant « C'était confus, c'était n'importe quoi ». Oui, il va falloir qu'on change, on va switcher. Oui, on va switcher. Voilà, donc c'était le deuxième scénario de Dark Heresy. Là, on est au 4e, si je dis pas de bêtises. C'est le début du 4e, ouais.
Le troisième, on vous le racontera un petit peu, ça, il n'y a pas grand-chose. Et je propose il faut laisser un peu mûrir tout ça, Voilà. pas les raconter non. trop vite. On va voir pour la prochaine fois, soit on vous fait un histoire au coin des 20 un peu classique sur un de nos vieux jeux de rôle. J'ai pensé à un truc, et je le dis en scoop, en direct, il n'est pas au courant, vous allez voir, on verra s'il met ça dans le montage Sauf que aussi. c'est pas du direct. Mais... Oui, non, mais voilà. Mais faire les inclassables, les anecdotes de jeux de rôle, où on va pas forcément décrire tout le jeu de rôle, mais des trucs dont on se souvient. Dites-nous un petit peu ce que vous attendez entre un épisode un peu classique, et aussi moi j'avais dit les jeux de rôle que j'ai créés. Il y en a des intéressants. Et il y a aussi des nouveaux conseils. Ce qu'on nous demande énormément, c'est des conseils pour écrire les scénarios. Et je pense qu'on pourrait faire ça. Je sais pas s'il y a moyen de faire une gigantesque émission là-dessus, Non, mais moi je suis une partant. petite, hein. J'ai quelques trucs, donc... Je trouve qu'une des émissions les plus intéressantes et qui n'est pas beaucoup regardée, c'est les dangers des univers connus. Un petit coup de pub, ça ne fait Voilà. jamais de mal. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir. Je dis ça, une vérité à propos des histoires au coin des 20, c'est que nos vieilles parties de jeux de rôle, les sujets s'amoindrissent. Oui, mais on trouvera toujours des choses à dire, Voilà. ouais, pas de souci. On a des nouveaux jeux de rôle. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on a fait le tour. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye.